Bonsoir, elle s'appelle Hélène Courtois. En 2014, cette astrophysicienne française a permis d'écrire une nouvelle page de l'histoire du cosmos en faisant une découverte majeure. Elle a en effet trouvé un super amas de galaxies dans lequel se situe notre Voie lactée. Il a été baptisé Laniakea, ce qui signifie en langue hawaïenne « horizon céleste immense ». Il s'agit de la première carte jamais réalisée de cette région de notre univers. Ce soir, Science Grand Format vous emmène à l'intérieur de ce vertigineux continent qui comprend plus d'1 million de galaxies. D'Hawaï à l'Afrique du Sud, en passant par l'Australie, Hélène Courtois nous guide au cœur des plus grands sites d'exploration spatiale. C'est là qu'elle peut observer et mesurer ces galaxies. Grâce au télescope géant, c'est toute la géographie galactique qui se dévoile, avec un seul objectif, celui d'agrandir et de détailler la carte du cosmos. Un projet complètement fou dans lequel vous verrez des galaxies de toutes les tailles et de toutes les formes. Les plus petites contiennent à elles seules des milliards de soleils et il faudrait des centaines de milliers d'années pour les traverser à la vitesse de la lumière. C'est au cœur de Laniakea que se trouve le grand attracteur, la région la plus massive vers laquelle des galaxies comme notre Voie lactée semblent être attirées. Mais il existe d'autres structures encore plus énigmatiques. Voyage sur les flots célestes, c'est un film de François-Xavier Vive, à découvrir tout de suite sur France 5, mais également à partager sur notre site France.tv. Bonne soirée et vive la science en grand format. Qui n'a pas été émerveillé en levant les yeux vers le ciel étoilé d'une nuit d'été? Qui n'a pas ressenti un certain vertige en découvrant notre Voie lactée tapissant la voûte céleste? Devant cette immensité, cet infini presque inimaginable, comment comprendre notre place? Où sommes-nous dans cet univers? Pouvons-nous seulement nous situer, définir notre adresse dans le cosmos, entrevoir son architecture? C'est ce que tentent de découvrir des explorateurs d'un nouveau genre. Des astronomes qui poursuivent un objectif un peu fou. Réaliser des cartes de l'univers. On les appelle les cosmographes. Parmi eux, Hélène Courtois. Avec son équipe internationale, cette astrophysicienne passionnée a réussi à modéliser la première carte de la région du cosmos où se trouve la Terre. Une découverte majeure qui en appelle beaucoup d'autres, car la cosmographie est une science toute jeune. Voyageant tout autour de la Terre de télescope en télescope, Hélène collecte des données pour agrandir cette carte. Un tour du monde pour faire un tour du ciel. Comme l'auraient fait les navigateurs du XVIe siècle, embarquons aux côtés d'Hélène Courtois à bord d'étranges vaisseaux, les plus grands télescopes de la planète. Naviguons par-delà la voûte céleste et découvrons un peu mieux où nous sommes et vers où nous allons. Ainsi, à la faveur d'un si grand voyage, allons-nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes, petits terriens et grands rêveurs. Le port d'attache d'Hélène Courtois est en France, à Lyon. Mais c'est dans sa proche banlieue, la cité populaire de Vaux-en-Velin, que nous rencontrons Hélène, apparemment loin du cosmos et de ses galaxies. En fait, c'est tout le contraire. Hélène a accompagné la création d'un planétarium ici même, au cœur de la cité. Elle en est la marraine et a pris pour habitude de partager ses découvertes avec le public qui s'est approprié les lieux. Pour elle, ce planétarium au cœur de la ville est un prolongement vital de sa recherche. Elle tient à en faire un lieu d'ouverture et de transmission. Aussi y présente-t-elle régulièrement son travail, et même comme aujourd'hui, sa dernière découverte.
Mon travail, c'est d'étudier les mouvements des galaxies. Là, on les voit, elles volent. C'est ce qu'on appelle les flots cosmiques. Elles sont toutes différentes. Moi, tous les matins, j'ouvre mon ordinateur et je regarde une nouvelle galaxie que personne n'a jamais vue avant moi. Et c'est jamais la même. C'est comme si je vous regardais aujourd'hui, je vous ai jamais vu et chacun d'entre vous est différent. Donc, la découverte que j'ai faite en 2014, elle porte le nom de Laniakea. On va la voir apparaître. C'est l'ensemble de galaxies qui comprend notre galaxie à nous. C'est un petit peu comme si j'avais trouvé sur la carte toutes les frontières du continent sur lequel notre galaxie est posée dans l'univers. Parce qu'en fait, ce qu'on a compris depuis 2014, c'est que les galaxies appartiennent à des sortes de continents. On appelle ça des super-amas. C'est des super groupes de galaxies. Le groupe Laniakea, cet ensemble de galaxies, fait 500 millions d'années-lumière de diamètre. Il contient 1 million de galaxies. Et la Voie lactée est dedans. Donc là, on va faire apparaître un « vous êtes ici ». Donc notre galaxie est ici. Si on laissait dérouler le temps, il est probable qu'elle avance comme ça, sur cette petite rivière, dans la direction du centre de Laniakea. Laniakea, un terme hawaïen qui signifie « horizon céleste immense ». Cette carte de la région où nous sommes dans l'univers est une grande première scientifique. Pour la première fois, nous pouvons donner notre adresse en disant « Nous habitons la Terre, dans le système solaire ». Dans la galaxie de la Voie lactée, qui avec quelques dizaines d'autres galaxies constitue ce que l'on appelle le groupe local, lui-même situé dans un immense regroupement de galaxies baptisé Laniakea. Les travaux d'Hélène la placent dans la continuité des grands explorateurs de notre histoire. Grâce à sa nouvelle carte, nous savons nous guider dans l'immensité de l'espace. Un cosmonaute du futur saurait y trouver sa route entre les galaxies. Notre travail, c'est d'essayer de comprendre et de faire des cartes de l'architecture de l'univers à très grande échelle. Où sont positionnées les galaxies, comment est-ce qu'elles sont agencées, essayer de comprendre cette organisation sur des millions d'années-lumière. Ce qu'on a fait en 2014, c'est qu'on a réussi à mesurer 1% de l'univers en taille et 1 millionième en volume. Pour les cosmographes, au plus loin, il serait possible d'observer jusqu'à une distance de 45 milliards d'années-lumière de la Terre. Réussir à en cartographier 1%, c'est déjà une belle prouesse. Cette recherche est un défi presque aussi philosophique que scientifique, car elle porte sur deux questions qui obsèdent l'humanité depuis toujours. Où sommes-nous? Où allons-nous? La découverte de Laniakea, en permettant de situer notre adresse dans le cosmos, nous dit où nous sommes. Mais Laniakea, c'est aussi une manière de répondre à la question « Où allons-nous » Car sous l'effet de la gravitation, tout bouge dans l'univers. Tout est en mouvement. Notre galaxie fonce à l'incroyable vitesse de 630 km par seconde. Vers où exactement et qu'est-ce qui explique cette vitesse? C'est entre autres ce qu'Hélène cherche à savoir aujourd'hui. C'est pas une carte de où se trouvent les galaxies. C'est une carte de comment se déplacent les galaxies, par quelle route. Donc c'est un petit peu comme si on observait, vu du ciel, la Terre, la nuit, et puis si on voyait les phares des voitures. Et c'est un petit peu comme si on traçait comment se déplacent les voitures en suivant les phares. En fait, à la fin, on aurait une carte routière. Donc nous, notre travail, c'est de faire une cartographie des déplacements de galaxies. C'est vraiment ça notre spécialité. Bien sûr, ces cartes ne sont pas de simples cartes routières. C'est un peu plus compliqué. Toutes les galaxies étant en mouvement, pour pouvoir les situer, il faut faire des cartes en 3 dimensions, puis indiquer aussi leur vitesse. Ce sont des cartes dynamiques. C'est pourquoi, pour décrire Laniakea, Hélène ne parle pas seulement de continents, mais de bassins versants galactiques. Au sein de notre superamas, les galaxies s'écoulent sur les flots cosmiques, comme sur des fleuves.
Cette carte de notre bassin versant galactique n'a jamais été aussi détaillée. Malgré tout, beaucoup de questions restent sans réponse. Une fois qu'on a trouvé l'Aniakea, en fait, c'est seulement le début de la question. Combien il y en a d'autres? Est-ce qu'ils ont tous la même taille? Est-ce qu'il y en a qui sont juste à côté de nous ou pas? Du coup, il faut continuer d'agrandir la carte et il n'y a qu'une chose à faire, c'est repartir au télescope parce qu'à nouveau, on ne peut pas continuer d'avancer une carte sans avoir des données. Moi, j'adore aller au télescope et j'adore définir comment on peut mesurer une galaxie le mieux possible en utilisant le moins possible de temps d'observation et en ayant le plus de détails possible. Ça, c'est vraiment ce que j'adore faire. Pour nous, des riens, réaliser une carte du cosmos, c'est comme travailler à un grand puzzle. Les pièces à assembler sont des morceaux de ciel qu'il faut récolter sous différentes latitudes. Pour cette mission Cosmic Flows 3, le tour du monde d'Hélène passera dans l'hémisphère nord par Hawaï et la Virginie occidentale, et dans l'hémisphère sud par l'Afrique du Sud et l'Australie. À chaque étape, un instrument exceptionnel l'attend. Un incroyable vaisseau pour voguer sur les flots célestes. Toute première destination, Hawaï. Pour Hélène, c'est la clé. C'est là que le tout premier programme Cosmic Flows a débuté. Là qu'elle a entamé sa collaboration avec un astrophysicien parmi les plus fameux des États-Unis, Brent Tully. Il est surtout un complice d'Hélène, pilier de son équipe et co-découvreur de l'Aniakea. Avant de se mettre au travail, Hélène et Brent tiennent à retrouver Nava'a Napoleon, le professeur hawaïen qui leur a transmis le nom l'Aniakea. Il les accueille à l'université de Honolulu selon le rite polynésien. Ah, thank you very much. Aloha. Brent m'a parlé de la découverte de notre super-amas et du fait qu'il cherchait un nom. Comme on le fait dans la culture hawaïenne, j'ai jeûné pendant 3 jours et fait des prières pour trouver un nom. L'Aniakea, c'est un nom hawaïen, mais que tout le monde peut prononcer, où que l'on soit sur Terre. Et ça, c'est ce que l'on voulait absolument. Tout à fait. C'est un nom pour la postérité. Et nous espérons qu'il sera encore utilisé dans 500 ans. L'Aniakea, ça se traduit par paradis immense. Notre galaxie se trouve juste ici. Elle est donc à la frontière du super-amas que nous avons appelé l'Aniakea et de cette zone que nous sommes en train de cartographier. Mais nous n'en avons pas encore trouvé les frontières. Mais celui-ci, l'Aniakea, c'est notre maison super-amas. Quelque chose que j'ai aussi appris au sujet de l'Aniakea, c'est qu'il s'agit d'une île découverte par les Hawaïens. Les navigateurs nous ont expliqué comment ils trouvaient des terres et comment celles-ci sortaient des océans. Pendant qu'ils naviguaient, elles apparaissaient comme si elles sortaient de la mer et ils pouvaient alors les cartographier. C'est comme faire sortir les îles des océans. C'est vraiment ce que les voyageurs font. En général, on cartographie pour savoir où se trouve la nourriture, l'eau potable, les terrains de chasse, ou encore les endroits où l'on peut abriter sa famille. La cartographie, c'est quelque chose que tout le monde, toutes les populations à travers le globe ont en elles. Explorer, cartographier, se repérer dans l'espace que l'on habite. Ce sont là des pratiques humaines universelles. Pour Hélène, c'est une grande satisfaction d'avoir pu nommer notre continent galactique l'Aniakea.
un nom qui renvoie à une civilisation au cœur de l'océan, à un peuple d'explorateurs. 2 autres membres essentiels de l'équipe sont aussi venus jusqu'à Honolulu pour lancer ce nouveau programme Cosmic Flows, l'ingénieur français Daniel Pomared et l'astrophysicien israélien Yehuda Hoffman. C'est la première fois depuis des mois que l'équipe de la découverte de l'Aniakea est ainsi réunie. En fait, trouver l'Aniakea, ce n'était pas le but de nos recherches au départ. On l'a découvert alors qu'on travaillait sur la question du mouvement de notre galaxie. Oui, c'est vrai. Nous savions depuis déjà 20 ans qu'elle se déplaçait à 630 km par seconde. Ça, c'était le point de départ. Nous savions que notre galaxie allait quelque part. Et la question était pourquoi ? Ce mouvement est-il dû uniquement à la gravité ou y a-t-il autre chose qui nous attire? Est-ce le schéma général de tout l'univers? Maintenant, nous avons une nouvelle manière de définir une grande structure dans l'univers. Nous pouvons donc commencer à chercher d'autres structures, car nous savons comment les chercher. Et maintenant, nous devons agrandir la carte, parce que quand on veut faire cela, quand on veut définir un continent, il faut trouver les océans qu'il y a tout autour. Heureusement, nous avions l'énergie d'Hélène. Vraiment, c'est une tâche très difficile. À l'allure à laquelle j'avançais dans mes travaux, je n'aurais pas pu aller jusqu'au bout tout seul. Et ça n'aurait pas été possible non plus sans les 2 autres. Nous avons formé une bonne équipe. Hélène nous a en quelque sorte guidés dans cette recherche. La découverte de l'Aniakea est une page désormais tournée. Hélène et Brent ambitionnent une carte plus vaste, plus détaillée. Pour entamer au plus vite leur nouvelle campagne d'observation, ils partent pour l'île de Big Island, où sont les télescopes, tandis que Daniel et Yehuda restent à Honolulu, où ils travailleront au traitement des données à l'Institut d'astronomie. Dès leur arrivée, Hélène et Brent prennent la route du mont Mauna Kea, au sommet duquel sont installés les télescopes parmi les plus performants au monde. Le Mauna Kea est un immense volcan endormi situé sur le tropique du Cancer, une situation idéale pour observer la moitié nord de la voûte céleste. Sur ce site exceptionnel, situé à plus de 4200 mètres au-dessus de l'océan, l'atmosphère est si fine qu'elle permet d'obtenir des images très nettes du cosmos. De plus, aucune grande ville n'étant à proximité, la nuit n'est troublée par aucune pollution lumineuse. Moi, depuis que je suis enfant, il n'y a quasiment pas un soir où je ne passe pas devant une fenêtre avant d'aller me coucher pour chercher la lune ou regarder les étoiles. Quasiment tous les soirs, je regarde s'il y a des nuages, s'il y a une planète, s'il y a une étoile, peu importe. C'est comme si je disais au revoir à l'univers, au revoir à ma maison, je vais me coucher et demain tu seras encore là. Et donc en fait, je pense que c'est un sentiment que tout le monde pourrait ressentir, un sentiment de bienveillance peut-être, un sentiment de bien-être plutôt. Mais ce soir, Hélène est loin d'être couchée. Une première longue nuit de travail commence. L'équipe a réussi à obtenir un créneau d'1 semaine sur l'un des principaux télescopes optiques du Mauna Kea, le CFHT, le Canada France-Hawaii Telescope, un instrument fascinant de complexité, de précision, de démesure. C'est bon, c'est une très belle nuit pour l'observation. La qualité de l'image est très bonne. Le seul problème, c'est que dans environ 3 heures, nous allons avoir des nuages. Oui, ils arrivent par ce côté-là. Bientôt, oui. Mais pour l'instant, tout va bien. C'est tout ce qui compte. Nous avons 4 ou 5 heures devant nous. Même si les télescopes sont de plus en plus performants, le but reste le même. Recueillir le plus possible de lumière venant du cosmos.
Pour cela, on utilise un grand miroir. Par exemple, le miroir de 3,60 m de diamètre du CFHT collecte près d'1 million de fois plus de lumière que nos yeux. La forme incurvée du miroir permet de réfléchir et de concentrer la lumière vers les instruments d'analyse. En plus d'être grand, le miroir doit être aussi parfaitement lisse pour assurer la netteté de l'image. Ces caractéristiques, difficiles à obtenir à de telles dimensions, expliquent pourquoi les télescopes comme le CFHT sont des bijoux technologiques rares et précieux. Hélène et Brent disposent ainsi de l'un des meilleurs outils du monde pour réaliser des photographies de nouvelles galaxies. Galaxies qui seront autant de repères indispensables pour agrandir la carte des flots cosmiques. Alors cette galaxie, elle est vraiment intéressante parce qu'on va pouvoir bien mesurer sa photométrie de surface. Première étape de la cartographie, définir le plus précisément possible la position des galaxies. Donc, mesurer leur distance, leur éloignement par rapport à nous. Grâce à un outil comme le CFHT, Hélène et Brent peuvent effectuer la toute première mesure indispensable pour calculer la distance. Une mesure de la brillance d'une galaxie. Cela revient en quelque sorte à mesurer la quantité de lumière qui arrive jusqu'à nous. Cela donne une indication sur la distance, car plus la galaxie est loin, et moins on reçoit de sa lumière, moins elle est brillante. C'est comme une lampe qu'on éloigne dans la nuit. Continuons la comparaison entre lampe et galaxie. La puissance lumineuse de cette lampe est par exemple de 100 watts. Elle est ici représentée par une sphère. Par rapport à notre lecteur, plus la lampe s'éloigne, plus la sphère est grande, et donc plus la quantité de lumière se dilue dans un grand volume. La lampe fait toujours 100 watts, mais le lecteur a moins de lumière pour lire. C'est cela, la notion de brillance. Mais mesurer la brillance ne suffit pas pour trouver précisément la distance de la galaxie. Pour cela, il faut aussi connaître sa luminosité, c'est-à-dire sa puissance lumineuse. Pour une ampoule, c'est plus pratique que pour une galaxie, car la puissance est indiquée par le fabricant, 40, 60 ou 100 watts. Pour trouver la luminosité d'une galaxie, il faut une mesure effectuée avec un télescope bien différent, vers lequel Hélène doit se rendre ensuite. C'est bien. C'est une bonne découverte pour le programme. C'est une belle galaxie spirale. Ce n'est pas une grande galaxie. Elle est relativement petite. Elle tourne lentement, probablement à 150 km par seconde. Ces galaxies qui apparaissent sur les écrans d'ordinateur seront de petits points lumineux sur la nouvelle carte. Mais chacun de ces petits points est en réalité d'un gigantisme inimaginable, comme notre Voie lactée et ses centaines de milliards de soleils, et son diamètre de plus de 200 000 années-lumière. Il faudrait 200 000 ans pour la traverser à la vitesse de la lumière. Les échelles sont énormes. Il s'agit de milliards d'années et de centaines de millions d'années-lumière de distance. Des échelles aussi grandes sont vraiment très difficiles à appréhender. Mais l'essentiel est de savoir que tout est en mouvement. Notre planète et notre système solaire n'existent que depuis 4,5 milliards d'années. Et depuis sa formation, le système solaire a tourné 17 fois autour du centre de notre galaxie. Il y a des étoiles qui naissent, d'autres qui meurent, des supernovas qui explosent. L'univers évolue en permanence. Et pendant ce temps, notre galaxie est comme entraînée par ce flot, à une vitesse de 630 km par seconde. Nous sommes donc en mouvement, vers une certaine direction et à toute vitesse. Il y a vraiment une dynamique impressionnante dans l'univers.
Le jour est de retour sur le Mauna Kea, interrompant toute observation. Observer sur les télescopes optiques, c'est forcément accepter de travailler des nuits durant. Avec sa masse imposante battue par les vents, on imagine sans mal que le Mauna Kea soit hautement vénéré par les Hawaïens. Les cairns aperçus le long de la route sommitale rappellent qu'il est considéré comme la région des dieux. Les 5 volcans de l'île sont des montagnes sacrées. Le Mauna Kea est le plus haut des 5. Pour les Hawaïens, c'est là que les divinités du ciel et de la terre se sont rencontrées pour donner naissance aux îles de l'archipel. Installer un observatoire géant ultramoderne sur la plus sacrée des montagnes hawaïennes suscite une certaine émotion. La cohabitation entre science et mythologie est souvent difficile. Mais l'identité hawaïenne s'est aussi construite sur des connaissances bien réelles. Longtemps avant la présence occidentale, les Polynésiens de l'archipel ont notamment développé une incroyable expertise du ciel. Il y a, à Hawaï, une étonnante correspondance entre les savoirs polynésiens et le désir d'exploration spatiale des Occidentaux. Okay, just kind of hold it there. Just hold this, hold the mouse. You hold the mouse, I got this stuff, okay? Okay, 1, 2, 3. Est-ce sa fibre d'exploratrice? Hélène est impressionnée par les maîtres navigateurs polynésiens, ceux qui furent capables de rallier Hawaï depuis Tahiti sans instrument. Elle aimerait en savoir plus sur leur connaissance du ciel et des courants océaniques. Elle profite des quelques heures avant sa prochaine nuit d'observation pour aller à la rencontre d'un héritier de ces navigateurs, le skipper Nakoa Préjean. Lorsqu'on commence, il faut apprendre à positionner sa main d'une certaine façon afin de pouvoir la calibrer pour mesurer certains angles. Lorsque vous naviguez, par exemple, de Hawaï vers Tahiti, et que vous quittez l'hémisphère nord, vous pouvez voir de plus en plus d'étoiles au fur et à mesure que vous avancez vers le sud. L'une des constellations les plus utilisées pour repérer le sud est la Croix du Sud, car elle est de plus en plus haute à mesure qu'on avance dans cette direction. Et en connaissant la distance qui sépare le haut du bas de la constellation, qui est de 6 degrés, on peut s'en servir pour bien positionner sa main et l'utiliser comme repère de cette façon. Et particulièrement à Hawaï, la distance qui sépare le haut du bas de la constellation est la même que le bas de celle-ci jusqu'à l'horizon. Ainsi, vous savez qu'à un certain point, vous êtes arrivé au niveau de la latitude d'Hawaï et qu'il faut virer à l'ouest ou à l'est. Do you need us to paddle? Whoa, Brent, are you kicking my paddle? Nice, nice. Okay, teamwork. Oh, there we go. There we go. Yeah, good. That was all the paddling we needed. Yeah. Well, I think Je trouve que le travail que vous faites est vraiment extraordinaire. Congratulations, what a wonderful discovery. Et félicitations pour cette fantastique découverte. Je trouve incroyable qu'elle soit autant en rapport avec l'océan. Les métaphores des courants et des bassins versants me permettent de mieux comprendre vos découvertes. Ce qui est vraiment passionnant quand on discute avec des navigateurs polynésiens, c'est qu'on sent cette même relation avec le ciel. C'est-à-dire que par l'observation, ils peuvent parcourir, explorer les océans. Et nous, par l'observation du ciel, on peut explorer l'univers. Et en plus, Nakoa me raconte qu'il y a des bassins versants sur l'île d'Hawaï et qu'on est en train de naviguer sur un de ces bassins versants qu'il connaît très bien. Et du coup, quand je lui raconte
que le concept fondamental de notre découverte, c'est d'avoir relié les mouvements de ces flots de galaxies à un bassin versant gravitationnel. Là, on s'est vraiment compris. Alors Brent, voici la fiche de repérage. Quelle galaxie on observe maintenant? Nous allons sur PGC 31995. Je pense que c'est la suivante. Ok, Marie-Beth. Peux-tu orienter le télescope, s'il te plaît? Voilà, le télescope se positionne. Hélène et Brent poursuivent leur programme d'observation depuis la vallée, dans la nouvelle salle de contrôle du Canada France Hawaii Telescope. Mary Beth Laishak, une astronome américaine, est leur opératrice. Le programme est chargé. Plusieurs centaines de nouvelles galaxies à mesurer en seulement une semaine. Où on en est avec la couche nuageuse? Les conditions météo sont bonnes. Il y a un peu de vent, mais nous pourrons monter les boucliers quand nous aurons débuté les observations. Ça y est, l'intégration a commencé. À partir d'Hawaï, Hélène et Brent pointent le télescope dans la direction des constellations de Coma et de la Vierge. Dans la réalité de la profondeur de l'espace, il s'agit de la région d'un superamas galactique simplement nommé Coma. Les distances qui nous séparent des milliers de galaxies qui le composent n'ont jamais été mesurées. Sur les écrans, Hélène voit apparaître de nouvelles images de galaxies, d'une netteté inédite. C'est toujours émouvant, même après des années de métier. Mais le temps est compté. Les créneaux d'utilisation du télescope sont courts et dépendent de plannings bloqués des mois à l'avance. Alors toutes ces nouvelles galaxies s'enchaînent et on oublie, on est pris par le travail. La semaine se déroule au rythme de cette vie nocturne et de quelques heures à profiter du jour pour essayer de garder la forme ou commencer à analyser toutes les données de la nuit avant que ne tombe la prochaine. Je pense que c'est pour nous dire qu'on va avoir du mauvais temps. Je vais répondre. Ici le CFHT? Tu sais, Brent, on a eu beaucoup de belles galaxies, mais là, on va être battu par la météo. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette nuit. Le ciel se cache. Il se refuse à l'exploration, au moins pour un temps. Hélène se console en partageant avec Brent leurs premiers résultats sur le superamas de Coma. La toute première nouvelle pièce du puzzle. Mais ici, à Hawaï, ils n'ont pu mesurer que les brillances. Pour déduire les distances, ils ont besoin de mesurer la luminosité de chaque galaxie, la fameuse puissance de l'ampoule. Or, avec un télescope optique, c'est impossible, même par beau temps. Alors, même si la mauvaise météo précipite un peu son départ, le moment est venu pour Hélène de passer à un autre outil.
Après les volcans d'Hawaï, Hélène rejoint une région bien différente des États-Unis. La Virginie occidentale et son comté de Pocahontas, à 400 km de Washington. L'Amérique frénétique est bien loin. Un pays forestier, agricole, se déploie. Les maisons de bois des petits villages. Et le calme des collines. Au-dessus d'une lisière, émerge pourtant un étrange édifice, totalement anachronique. Une énorme antenne high-tech, comme sortie d'un film de science-fiction. Il s'agit de la parabole du GBT, le Green Bank Telescope. Ce géant de métal domine le paysage du comté, avec son assiette démesurée de 110 mètres de diamètre tournée vers le ciel. Le GBT est le plus grand radiotélescope orientable du monde, et surtout le plus sensible. Mais cette sensibilité impose d'importantes contraintes pour notre mode de vie occidental. À y regarder de plus près, on a parfois l'impression qu'ici, le temps s'est arrêté dans les années 1950. Que des vieux diesels. Les voitures avec des bougies qui font des arcs électriques sont bannies. Peu de lignes électriques ou de constructions modernes. Pas de Wi-Fi, pas de téléphone portable, pas de four micro-ondes, ni même de postes radio sur des kilomètres autour de l'antenne. Vivre en voisin du GBT, c'est faire vœu de silence, radio. Sans attendre, Hélène rend visite au colosse. Elle est accueillie par Karen O'Neill, l'astronome qui dirige le site. Consciente de l'allure étrange de son télescope, Karen aime le comparer au télescope optique, des cousins plus proches qu'il n'y paraît. C'est drôle parce que ces deux types de télescopes semblent très différents alors que c'est à peu près la même chose. Avec un télescope optique, on peut observer des photons qui ont une énergie dont la longueur d'onde est très courte, alors qu'un radiotélescope permet d'observer des ondes dont la fréquence est bien plus longue. Donc on a des photons, des ondes électromagnétiques qui arrivent du ciel et sont réfléchies par le GBT. Au lieu de traverser, comme c'est le cas avec une lentille optique, les photons sont réfléchis, renvoyés vers le sous-réflecteur au-dessus de nous. Et les rayonnements sont reconcentrés vers ces récepteurs. C'est le même principe qu'un télescope optique, mais en plus extrême. Comme l'explique Karen, le principe d'un radiotélescope est au fond le même que celui d'un télescope optique. Lui aussi, il capte de la lumière avec un grand miroir. Mais le miroir ici est différent, car le miroir d'un télescope dépend avant tout du type de lumière qu'il doit recueillir. En effet, la lumière se propage selon différentes longueurs d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance entre les crêtes de deux vagues successives de l'onde. Les longueurs d'onde visibles par nos yeux, par exemple, sont très petites, inférieures au millionième de mètre. Le GBT observe lui des longueurs d'onde bien plus grandes, de l'ordre du centimètre, qui, elles, sont invisibles pour nos yeux. Cela veut dire que cette parabole de 110 mètres de diamètre doit être ajustée à quelques centaines de microns près, soit l'épaisseur de quelques cheveux humains. Et cela est possible avec le GBT car il y a des moteurs installés au coin de chaque panneau. Ainsi, lorsque l'acier change de forme à cause des variations de température, nous pouvons redonner sa forme adéquate à la surface collectrice en temps réel. C'est ce qui nous permet d'observer des ondes extrêmement courtes avec une aussi grande
parabole. Et ce qu'il y a de bien avec les radiotélescopes, c'est que l'on peut observer les galaxies aussi bien de jour que de nuit. Oui, c'est ce qui rend la radioastronomie fantastique. On peut observer 24 heures sur 24. Cela accroît la quantité de travail scientifique que nous pouvons réaliser, car nous ne sommes pas du tout dérangés par la lumière du Soleil. Aussi performant soit-il, le GBT semble pourtant en sursis. La fondation qui finance le télescope a été priée par l'administration américaine de préparer sa fermeture. Trop coûteux. Une annonce qui a déclenché un tollé dans la communauté scientifique. Et est-ce que le télescope a un surnom? Pas vraiment. Pour la plupart des gens, c'est le Great Big Telescope plutôt que Green Bank Telescope. J'ai entendu dire que pour certains, GBT signifiait la grande belle chose. Oui, le Great Big Thing. Pour l'heure, le GBT est opérationnel et Hélène compte bien mettre à profit le créneau d'observation qu'elle a obtenu. Vous pouvez charger les scripts, s'il vous plaît? Oui. 8C010? Oui, c'est ça. Ok. Le script est chargé et le télescope s'oriente vers la source. Ok, merci. Dites-moi quand nous sommes sur la cible et quand nous pouvons lancer le temps de pause. D'ici une seconde. Voilà, le télescope est sur la cible. Voyons si nous avons déjà des données. Ça y est, elle commence à arriver. Ce que je fais avec le télescope de Green Bank, c'est que je mesure la vitesse de rotation sur elle-même d'une galaxie spirale. Alors je suis obligée de faire une galaxie à la fois. Donc je pointe une galaxie que je connais déjà, que j'ai déjà repérée par exemple à Hawaï en prenant sa photo, qui m'apparaît être une bonne galaxie spirale, légèrement inclinée, sans voisine. Donc il y a toute une série de critères pour que ce soit une bonne galaxie pour moi. Et à ce moment-là, je la pointe avec le télescope de Green Bank et j'essaye de mesurer la vitesse de rotation des nuages de gaz d'hydrogène dans cette galaxie. Les nuages d'hydrogène, très abondants à la périphérie des galaxies spirales, intéressent Hélène car ils permettent de mesurer la luminosité de ces galaxies, la fameuse puissance de l'ampoule. Car ces nuages de gaz émettent une onde qui varie avec la rotation de la galaxie. Un radiotélescope comme le GBT est si sensible qu'il permet de mesurer ces variations. Les cosmographes en déduisent la vitesse à laquelle tourne la galaxie. Or, les galaxies qui tournent vite sont les galaxies les plus riches en étoiles, donc celles qui ont la plus grande luminosité. Ainsi, en mesurant la vitesse de rotation d'une galaxie avec le GBT, Hélène peut connaître sa luminosité propre. En comparant cette luminosité à la brillance obtenue à Hawaï, Hélène peut enfin déduire la distance qui nous sépare de la galaxie. Première clé de ces cartes dynamiques. Pourriez-vous pointer sur la galaxie PGC 499 ? Ok, nous sommes en rotation. Quel est le taux d'humidité pour le moment ? Nous avons 79% d'humidité. Donc nous aurons peut-être un peu de pluie ce soir. Nous aurons sans doute quelques averses d'ici peu. Mais c'est vraiment pas grave parce que je peux continuer à observer même s'il pleut. La parabole est en L pour les fréquences courtes. Nous verrons sans problème à travers les nuages. C'est ce que j'adore avec le GBT. On peut observer en plein jour, et même s'il pleut ou s'il y a 1 mètre de neige sur le télescope, ça n'a aucune importance. On peut continuer à observer les galaxies. Avec le GBT, Hélène revient donc sur la région étudiée depuis Hawaï, le super amas de Coma.
Mais depuis Green Bank, elle est aussi idéalement positionnée pour explorer vers la constellation de Persée et celle des Poissons. C'est dans cette direction que se trouve justement l'immense superamas dit de Persée-Poisson. Beaucoup plus massif que Coma, il est un proche voisin de l'Aniakea, si proche qu'il influence sans doute la vitesse de notre galaxie au sein de l'Aniakea. Seule façon de le savoir, le cartographier, essayer d'évaluer sa masse le plus précisément possible. Mais c'est un travail de titan. Les ordinateurs du Green Bank Telescope enregistrent des heures durant des flots de mesures qu'Hélène doit commencer à trier pour ne pas s'y noyer dès que les sessions se terminent. Mais en radioastronomie, c'est presque pire qu'en optique. Les observations ne s'arrêtent pas avec le lever du jour ou une mauvaise météo. Cela pourrait être sans fin. Could you slow please to PGC 499? Okay, we're slewing to source. Les jours s'enchaînent ainsi dans le calme du comté de Pocahontas, à la lumière bleutée des écrans de contrôle, sous l'autorité tranquille du géant de métal. Parfois, un groupe d'amis se retrouve pour la soirée, chez l'un ou chez l'autre. La plupart astronomes, physiciens, techniciens, ils perpétuent la musique du pays, avec des instruments forcément acoustiques, silence radio oblige. Le voyage dans le temps s'accentue. On se croirait revenu à la fin du 19e siècle. Le GBT est un magnifique outil. Hélène espère qu'il va continuer à fonctionner encore longtemps. Pour une très grande partie du ciel de l'hémisphère nord, Hélène a maintenant les 2 mesures nécessaires pour calculer les distances et les déplacements des galaxies spirales de sa nouvelle carte. Un petit peu de maths, et elle dévoilera de nouveaux horizons. Passage obligé à Lyon, où Hélène transmet à son équipe les données enregistrées durant cette première phase du voyage. Les doctorants, comme Romain, cherchent de nouvelles méthodes pour affiner les résultats, dépasser les limites de l'ancienne carte. Pour ces jeunes astronomes, c'est une belle opportunité. Travailler à leur thèse en étant partie prenante d'une nouvelle exploration, d'une aventure scientifique hors du commun. Ce qui est vraiment agréable dans le groupe Cosmic Flow, et c'est comme ça que les meilleurs groupes se constituent, c'est que chaque personne est différente. J'ai des doctorants, par exemple, qui sont très très forts en calcul et qui trouvent de nouveaux algorithmes. On a d'autres personnes dans l'équipe qui sont très visuelles, qui vont nous donner de nouvelles façons d'analyser les cartes graphiquement. Et c'est quand on a une équipe qui est aussi hétéroclite, finalement, qu'on arrive à faire un peu tout dans le projet, depuis la conception du projet, vraiment la base, mesurer, aller au télescope, jusqu'à sortir la cosmographie, sortir ses cartes. Le programme Cosmic Flows 3 est maintenant bien lancé. Mais jusqu'ici, les nouvelles données ne concernent que l'hémisphère nord. Comment comprendre une carte s'il en manque la moitié? Il va falloir faire cap au sud. Donc quand on observe le ciel du nord, on voit que la moitié de l'univers, et puis quand on observe le ciel du sud, on voit l'autre moitié de l'univers. Or, notre galaxie et les galaxies qui nous entourent se déplacent dans une direction qui est visible que dans l'hémisphère sud. C'est la direction du grand attracteur. Le grand attracteur est la région la plus massive au sein de l'Aniakea, celle qui attire les galaxies de notre superamas,
qui explique en partie la vitesse de 630 km par seconde de notre Voie lactée dans l'espace. Ce grand attracteur a été révélé à la fin des années 80, mais reste mal cartographié, car situé dans une zone très compliquée à observer. Il y a une spécialiste en Afrique du Sud qui a fait toute sa carrière sur identifier ce que c'est que le grand attracteur. Elle s'appelle René Kraan-Korteweg. Cette spécialiste a aussi trouvé un autre objet, peut-être un plus grand attracteur, qui est beaucoup plus loin que le grand attracteur, mais qui est toujours localisé dans cette région qui est très intéressante, très difficile à observer. Hélène s'envole pour l'Afrique du Sud à la rencontre de son ami René Kraan-Korteweg, cosmographe à l'Université du Cap. L'enjeu est double pour Hélène. Observer de nouvelles galaxies spirales depuis l'hémisphère sud et en savoir plus sur cet énigmatique super grand attracteur sur lequel travaille René. Ici, en plein désert, au bout de cette piste, se trouve peut-être un outil décisif pour la recherche de René. Un outil en cours d'achèvement que les deux scientifiques viennent tester. Il s'agit du Meerkat, un radiotélescope d'un nouveau type, assemblé dans le désert du Karoo. Regarde, on peut voir les antennes là-bas. Elles sont fantastiques. Si René s'intéresse à ce nouvel outil, c'est qu'elle est une exploratrice d'une portion de l'espace qui résiste à l'observation. Tout un pan de ciel caché. Caché par notre propre galaxie, la Voie lactée. La Voie lactée, en fait, nous cache une grande partie de l'univers. Oui, c'est environ 20%, qui n'est pas observable avec un télescope optique. Et c'est particulièrement vrai depuis l'hémisphère sud, car il y a non seulement l'obscurcissement dû à la poussière, mais aussi la très forte lumière émise par le centre de la galaxie. Bien sûr, c'est magnifique à regarder, mais cette lumière nous masque une partie de l'univers. Dans cette zone, il est donc très difficile d'observer à l'aide d'un télescope optique. En effet, depuis la Terre, notre vision de l'espace se trouve en partie tronquée, car une bande densément étoilée s'étire dans la nuit et nous empêche de voir ce qu'il y a derrière. C'est comme mettre son bras devant ses yeux. Cette route blanchâtre a même donné son nom à notre galaxie, la Voie lactée. La Voie lactée, comme toutes les galaxies spirales, est un gigantesque disque lumineux de centaines de milliards d'étoiles, dont notre Soleil. Quand les astronomes pointent leurs télescopes optiques dans des directions éloignées de ce disque, rares sont les étoiles de la Voie lactée présentes dans leur ligne de mire. Ils ne sont pas gênés dans leurs observations. Mais quand ils regardent en direction du centre de notre galaxie, la grande quantité d'étoiles et de poussière interstellaire du premier plan bloque toute lumière venant de l'univers plus lointain. Ainsi, toute une partie du monde extragalactique est éclipsée. L'observation est tellement bloquée que la zone est logiquement appelée zone d'obscuration. Bien avant la création du Meerkat, René a traqué le grand attracteur en utilisant le plus grand télescope optique d'Afrique, le SALT. Un véritable défi, car le grand attracteur est justement masqué par cette zone d'obscuration. Mais son travail de bénédictine l'a conduite à une toute nouvelle découverte. Celle d'une grande concentration de galaxies encore inconnues. Un super amas qui serait situé dans l'axe de la constellation de Vela,
bien au-delà du grand attracteur. D'après les données actuelles, il semblerait qu'un superamas commence lentement à se former. On peut voir ces deux grandes parties principales qui sont en train de fusionner, mais le noyau du superamas, hélas, est caché par le centre de la Voie lactée. Nous avons aussi découvert qu'il y a de nombreux amas de galaxies plus petits, mais pas encore très étendus. Je pense qu'ils sont eux aussi en cours de formation. Il s'agit donc, d'après moi, d'un jeune superamas en train de se former. C'est pourquoi il est tellement étendu. Et donc il nous attire. Les calculs de masse que nous avons effectués montrent en effet qu'il peut nous attirer. Moi, ce qui m'émeut vraiment d'aller travailler avec Renée Craen-Korteweg, c'est que Renée, elle me connaît depuis toute petite. Elle était dans mon jury de thèse. À partir de ce moment-là, j'ai toujours considéré que c'était une référence pour moi. Nos façons de travailler ne sont pas les mêmes. C'est pas qu'elles ont divergé, c'est que chacun a sa propre originalité créatrice, en fait. La science, c'est comme de l'art, on a des idées, et on a tous des idées différentes, et on applique nos idées. Et l'intérêt de développer une collaboration avec une personne qui a autant de métiers, en fait, c'est d'allier une technique que je connais pas très bien, finalement, à la technique que j'ai développée ces dernières années. Et en fait, de mettre ensemble ces deux techniques, on pense que ça va nous permettre de faire un bond en avant dans la compréhension de cet objet Vela qui n'est visible que dans l'hémisphère sud. Hélène et Renée vont donc tester le Meerkat en observant en priorité derrière la constellation de Vela, les voiles du navire Argo. C'est dans cette direction que se trouve le grand attracteur, et surtout cette énigmatique structure que Renée a tout simplement baptisée Vela. Le superamas Vela contiendrait des centaines de milliers de galaxies comme la nôtre. D'après les cartes de Renée, peut-être qu'il serait même l'un des plus grands jamais découverts. Ça vaut donc le coup de s'aventurer dans cette zone d'obscuration et de voir enfin Vela se révéler. Le Meerkat et ses 64 antennes de 15 mètres chacune est le meilleur candidat pour relever le défi. Car c'est comme un super GBT encore plus précis. La promesse est belle. Et c'est un pays d'Afrique qui la met en œuvre. Donc ces 64 télescopes travaillent en fait comme un seul et même instrument. Ce sera le télescope le plus puissant et le plus sensible du monde jusqu'à l'inauguration du SCA. En particulier pour nos travaux de cartographie des galaxies, d'analyse de leur composition gazeuse et de localisation. C'est un radiotélescope très puissant. Même avec 64 antennes, le Meerkat n'est actuellement qu'un fragment d'un programme plus vaste encore. Un futur programme appelé SKA, ou Square Kilometer Array. Dans quelques années, on pourra même utiliser ce type de radiotélescope multi-antennes simultanément depuis des continents différents. Depuis l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Europe. Le SKA multicontinental sera le plus grand télescope jamais construit. Un outil à l'échelle de la planète. La mise au point du Meerkat se poursuit, mais pour Hélène et Renée, les tests sont terminés. Hélène et Renée sont de retour dans la ville du Cap. Renée retrouve son département d'astrophysique à UCT, l'université du Cap, et se replonge dans son exploration. Mais explorer dans la zone d'obscuration, c'est un peu comme chercher des repères sur un océan inconnu. C'est une belle coïncidence que de voir Renée voguer dans le cosmos depuis notre planète Terre, à l'extrême sud d'un continent, si près du cap de Bonne-Espérance que tant de navigateurs ont aperçu soulagés
après de longues semaines de mer. La passion de la cartographie traverse les époques, des grands marins du XVIIe siècle aux cosmographes d'aujourd'hui. L'humanité n'a de cesse d'explorer le monde qui l'entoure. Une quête de sens aussi infinie que notre univers. C'est toujours un défi, dans le sens où nous sommes des scientifiques et des chercheurs. Quand je discute avec mes étudiants, je compare toujours les astronomes à des détectives en train de mener une enquête. Vous avez différentes pièces du puzzle qui ne s'emboîtent pas parfaitement. Mais vous devez comprendre comment les assembler. Nous devons aussi prouver que notre base scientifique est 100% juste, que nous en avons une bonne compréhension. Donc oui, nous tentons d'assembler les pièces du puzzle du mieux possible. Tout comme Hélène à l'Université de Lyon, René tient à transmettre son expérience de détective du cosmos, à communiquer aux étudiants sa soif de découverte. Ils sont peu nombreux à atteindre ce niveau d'études, mais René s'engage, accompagne, veille à ce qu'une jeune génération de cosmographes émerge et prenne le relais, notamment des chercheuses et des chercheurs africains encore trop sous-représentés en astronomie. Pouvez-vous expliquer pourquoi les incertitudes sont dans les hautes fréquences par rapport aux basses fréquences? Eh bien, il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, il s'agit de rayons X, et c'est difficile à mesurer. Et la seconde, c'est que, comme vous pouvez voir, le flux est extrêmement bas. Pour transmettre sa passion pour l'exploration du cosmos et espérer accueillir davantage de Noirs africains au sein de l'université, René développe des partenariats avec des écoles primaires ou des centres culturels dans les townships du Cap. Regardez tous les pays qu'il y a en Afrique, chacun avec ses frontières. C'est un grand continent. C'est pour ça qu'il y a autant de pays. Et rien que l'Afrique du Sud, c'est déjà un grand pays, non? Et où se trouve l'Afrique? Sur la Terre. Sur la Terre, exactement. Et qu'est-ce qu'on a en commun avec les autres planètes? La vie? Nous avons de la vie sur notre planète. De l'eau? Toutes les planètes tournent autour du Soleil. Et combien de temps met la Terre pour faire le tour du Soleil? 12 mois, 365 jours et un quart. Exactement. Et 12 mois, c'est correct aussi. Vous avez tous les deux parfaitement raison. Vous savez ce qui est triste à propos des galaxies? C'est qu'il y en a tellement que même si René et moi en connaissons plus de 2 millions, nous ne pouvons pas leur donner un nom à toutes. Nous les appelons donc par des numéros. Nous pouvons leur donner vos noms si vous voulez. Comment tu t'appelles? Mzi? Et toi? Cagnezo? Alors celle-ci, ça sera celle de Cagnezo, ok. Et toi? Lukona, celle-ci, c'est la tienne. Voilà ce que nous faisons, nous, les astronomes. Nous regardons l'univers avec ces gros appareils photo qu'on appelle des télescopes. Au contact des enfants, en France comme ailleurs, Hélène vit une part essentielle de son métier. Pour elle, transmettre sa passion, partager ses connaissances est une évidence quand on a la chance d'être cosmographe, le privilège de travailler avec de tels outils tout autour du monde et de nouer de belles collaborations comme avec René. Grâce à René, le ciel du Sud révèle une part de son mystère. Un nouveau superamas se profile dans l'univers, masqué par notre Voie lactée, Vela. Hélène obtient ainsi une pièce inédite du grand puzzle de la nouvelle carte, peut-être même décisive pour comprendre où nous allons. En attendant, Hélène doit poursuivre son exploration à partir de l'hémisphère sud. Tandis que le soleil se lève sur l'océan Indien, elle songe qu'au loin, derrière l'horizon, s'étendent les immensités australiennes. Là-bas, une équipe de cosmographes vient de lui lancer une invitation. Cette fois, pas de créneau d'observation, mais l'opportunité de découvrir une toute nouvelle technique révolutionnaire. Peut-être un moyen rapide et inattendu d'enrichir la carte.
Hélène décide de quitter le Cap pour les montagnes sauvages des Warrumbungles, à une journée de route au nord-ouest de Sydney. L'Australie a les dimensions d'un continent, une île-continent qui dégage une étrangeté. On est bien sur Terre, mais on est déjà un peu ailleurs. Les plantes, la forme des montagnes, les animaux, tout est suffisamment différent pour que l'on perde ses repères. Hélène se laisse happer par cet ailleurs, bercée par cette route sans fin. Elle est pourtant très impatiente de rallier l'observatoire de Siding Spring. Car le télescope dont on lui vante les mérites, c'est celui sur lequel elle a commencé sa carrière il y a 25 ans, lorsqu'elle était jeune étudiante en thèse. Comment est-il possible que ce vieux télescope soit justement l'instrument d'une formidable future moisson de galaxies ? Même en roulant durant toute une journée, le site n'est atteint qu'au coucher du soleil. À l'arrivée, au pied de l'Anglo-Australian Telescope, une silhouette amicale attend Hélène, celle de Tamara Davis, l'astronome avec qui elle va travailler ces prochains jours. Comme toujours, les observatoires sont synonymes de lieux magiques. Siding Spring est un îlot dédié à l'astronomie, au milieu d'un océan de nature sauvage. Une montagne parsemée de 60 télescopes, principalement optiques, mais de différentes générations, de différentes tailles et technologies. Au petit matin, Hélène et Tamara rejoignent le dôme du télescope si prometteur. Tamara Davis est professeure d'astrophysique à l'Université du Queensland. Elle collabore à la mise au point d'un système nommé d'après un redoutable serpent australien, le taipan. Alors à quoi peut bien ressembler ce serpent astronomique qui pourrait donner un coup d'accélérateur au programme Cosmic Flows? Nous voici au télescope UK Schmidt. Nous allons pouvoir observer le taipan en action. Tamara entraîne directement Hélène devant l'ouverture du UK Schmidt Telescope, un télescope vintage des années 70 qui s'offre une nouvelle jeunesse en accueillant le taipan. De là-haut, elle pourra jeter un premier coup d'œil au prototype. Et voilà. Waouh, super. Joli, non? Je sais que tu as travaillé ici pendant ton doctorat. Oui, mais le télescope ne ressemblait pas du tout à ça à l'époque. Taipan est à la pointe de la technologie. Ce genre d'instrument n'existe nulle part ailleurs. Non, c'est la première fois que cette technologie est mise en œuvre. Ce taipan, lui très high-tech, est un détecteur robotisé. Il collecte la lumière des galaxies grâce à des fibres optiques, chaque fibre pointant vers une galaxie. On peut aller à l'intérieur pour voir Taipan de près? Oui, bien sûr, à l'intérieur. Le taipan repose sur une technique inaugurée par Hélène à l'époque de son doctorat, le multifibre. L'idée initiale est assez simple. Pour une collecte plus intense et précise de la lumière des galaxies, pourquoi ne pas viser chacune directement à l'aide d'une fibre optique? Si l'idée est simple, la mise en œuvre l'est beaucoup moins. L'un des nombreux problèmes à résoudre, comment placer les fibres aux bons endroits dans le champ de vision, pile dans l'axe précis des galaxies. Et ensuite, quand on bouge le télescope, comment repositionner les fibres sur les galaxies du nouveau champ de vision. Après plus de 2 décennies de tâtonnements, il semble que Taipan apporte une solution presque irréelle. Les starbugs. Grâce aux starbugs, les fibres se repositionneront toutes seules.
Pour découvrir l'étrange instrument, rien de mieux que de grimper au cœur même du télescope, là où est installé le Taipan. La lumière passe dans l'ouverture, se reflète dans le miroir et pénètre à l'intérieur des fibres optiques. Ensuite, tu as un plateau en verre sur lequel se collent les starbugs. Chaque fibre est recouverte d'un revêtement en céramique, ce qui permet d'en changer la forme lorsque l'on envoie un signal électrique. Et nos ingénieurs ont trouvé un moyen pour que ces changements de forme fassent vibrer les fibres optiques sur le plateau afin qu'elles se déplacent là où on veut. C'est un peu le même principe que lorsque ton téléphone se met à vibrer et bouge sur la surface d'une table. Nous faisons juste en sorte de contrôler ces déplacements. L'astuce plutôt brillante qui permet à chaque starbug, scarabée des étoiles en français, d'aller à la rencontre de sa galaxie, consiste à faire se déformer les anneaux concentriques qui entourent la fibre optique au niveau de son extrémité. Combiné à un effet d'aspiration qui les colle à la surface du verre, les déformations créent une sorte de reptation proche de celle d'un serpent sur le sol. Voilà pourquoi le nom de l'ensemble du système est celui de ce petit serpent australien, le Taipan. Avec ses 300 fibres optiques, le Taipan nous permet d'observer 300 galaxies à la fois. Avec un télescope à objectif unique, il faudrait le repositionner 300 fois pour obtenir le même résultat. Maintenant, avec le Taipan, un seul positionnement suffit. Ça nous permet donc de voir plusieurs milliers de galaxies chaque nuit et d'être extrêmement efficace dans notre travail d'observation du ciel. Mais avant l'invention des starbugs, les astronomes ont dû pratiquer des techniques beaucoup plus fastidieuses. Hélène et Tamara ont retrouvé dans les ateliers du Schmidt Télescope les principaux ancêtres des miraculeux starbugs. D'abord, je devais sélectionner toutes les galaxies elliptiques intéressantes et les repérer sur la plaque photo avec un marqueur. Une fois les 60 galaxies sélectionnées, je fixais chaque prisme sur le plateau avec de la colle UV, en déposant une pointe de colle sous chaque prisme. Cela me prenait 3h30 juste pour une seule plaque. Alors là, je suis vraiment impressionnée par ce que permettent maintenant de faire les starbugs. Il n'y a plus besoin de préparer les plaques. Et ils peuvent faire ces 3h30 de travail en juste 5 minutes. Oui, et au lieu de 60 galaxies, on peut maintenant en observer 300 en même temps. Et comme la reconfiguration ne prend que 5 minutes, on peut en voir plusieurs milliers en une seule nuit. C'est vraiment hallucinant. Tu sais, cela m'a pris 20 ans pour cartographier le mouvement de 18 000 galaxies. Et d'ici 1 an et demi, Taipan devrait en cartographier 40 000. Le nombre de galaxies dont nous connaissons les mouvements dans l'univers va ainsi tripler d'ici 2 ans. Je suis vraiment impatiente de voir cette nouvelle carte, tu sais. Fibres collées par la main de l'astronome ou fibres robotisées se positionnant seules, voici 25 ans de recherche sur une technique si complexe qu'Hélène n'y croyait plus. Il en va tout à fait autrement aujourd'hui. D'incroyables perspectives s'ouvrent. Le projet Taipan promet une moisson de galaxies inégalables. En particulier les galaxies elliptiques, l'autre grande famille de galaxies. Très brillantes, mais dépourvues de gaz, elles sont situées au cœur des superamas, apportant ainsi des détails précieux sur l'architecture des bassins versants cosmiques. Le programme Taipan qui intéresse Hélène en priorité est celui qui pointera en direction de la constellation du Centaure, là où se déploie le gigantesque superamas de Shapley. Après Persée-Poisson et Vela, c'est le 3e superamas soupçonné d'influencer fortement la vitesse de notre galaxie.
Taipan est l'instrument idéal pour explorer une structure aussi vaste et déterminante pour la carte. La cartographie de l'univers est bien sûr en partie motivée par la curiosité humaine et l'envie de comprendre le monde qui nous entoure. Nous savons en fait encore très peu de choses sur l'univers. Et en essayant de cartographier les galaxies et leurs mouvements, nous pouvons en apprendre beaucoup. Cela nous permet en quelque sorte de mieux comprendre notre place d'être humain dans le très large contexte du cosmos. Mais l'étude des galaxies et de leurs mouvements joue aussi un rôle dans la recherche scientifique. C'est un moyen de réaliser des expériences en physique fondamentales qui seraient impossibles sur Terre. Car on peut observer des événements qui n'arriveraient jamais sur notre minuscule planète. Ces événements démesurés qui se produisent dans l'espace sont un moyen de tester nos connaissances en physique dans les conditions les plus extrêmes afin de mieux comprendre la physique qui régit notre planète. Aux dernières lueurs du jour, Hélène rejoint le dôme du AAT, le plus imposant télescope du site. Comme si elle prenait l'air du large depuis le bastingage d'un grand navire blanc, Hélène admire la nuit qui descend lentement sur Siding Spring. Elle se sent emportée par les flots, ces flots cosmiques qu'elle a la chance d'explorer. Bientôt, le ciel du sud, si foisonnant d'étoiles, se révèle. Avec lui se lève la Voie lactée. Depuis l'hémisphère sud, le disque de notre galaxie offre au regard de larges nuées, entrecoupées de taches sombres, invisibles depuis l'autre hémisphère. Ces nuées stellaires qui bloquent tant la vue des cosmographes ont inspiré en revanche aux civilisations aborigènes leur propre constellation. Sur la route du retour, au nord de Sydney, un site témoigne de l'importance du ciel pour les premiers habitants des lieux. Hélène ne veut pas quitter l'Australie sans en savoir plus, notamment sur le lien essentiel entre la Voie lactée et la culture aborigène. Kirsten Banks termine ses études d'astronomie à l'université de Sydney. Métisse, elle porte en elle les deux cultures, aborigène et occidentale. On peut déjà en voir ici. C'est l'émeu, qu'est-ce qu'il est grand. Oui, vraiment grand. C'est magnifique. Elle guide Hélène au cœur du parc national du Ku-ring-gai, sur un site qui compte beaucoup pour elle, la roche d'Elvina, miroir du ciel aborigène sur la Terre. L'un des concepts très importants dans l'astronomie aborigène est que ce qui est gravé dans la Terre se retrouve aussi dans le ciel. On peut voir se dessiner un gigantesque émeu dans la partie sombre de la Voie lactée. Il est particulièrement visible durant l'hiver australien. Et l'émeu gravé ici dans le sol est directement lié à celui qui se trouve dans le ciel. Lorsque l'émeu apparaît clairement dans le ciel, nous savons alors que l'hiver arrive. Les Pléiades, que certaines cultures indigènes appellent aussi les 7 sœurs, indiquent quant à elles l'approche de l'été. Les étoiles permettent donc de toujours connaître le passage du temps et des saisons. Et dans cette région, il me semble que les populations se servent aussi des étoiles pour leur déplacement dans le bush. Le peuple Kamilaroi, qui vit juste au nord de cette région, près du Queensland, se repère à l'aide des étoiles qui composent la constellation du Scorpion. Toutes les étoiles de la constellation sont reliées par ce qu'on appelle des songlines, des pistes chantées.
Chaque étoile correspond à une étape du voyage. Cela peut être un point d'eau, un arbre particulier ou encore des rochers d'une forme particulière. Et ces champs vous indiqueront au fur et à mesure la suite du chemin à emprunter. Un très bon moyen de mémoriser un chemin et de l'enseigner. Durant l'hiver, lorsque la constellation du Scorpion est bien visible dans le ciel, les Kamilaroi apprennent et mémorisent ces pistes chantées. Ils peuvent ensuite s'en servir pour voyager durant l'été en se les récitant. Dans l'astronomie occidentale, les constellations sont formées par les étoiles les plus brillantes qui sont reliées entre elles. C'est un peu comme les dessins pour enfants où il faut connecter les points entre eux pour faire apparaître une image. Nous, ici, nous nous sommes servis des zones les plus sombres de la Voie lactée pour créer l'image du grand émeu. Il existe aussi un kangourou, un crocodile, une raie manta et de nombreuses autres images nées de ces zones obscures de la galaxie. C'est une culture très ancienne. Et qui existe encore aujourd'hui. Nous n'aimons pas utiliser le terme ancien, car nous sommes toujours là, et cette culture est toujours pratiquée. Mais en effet, elle existe depuis plus de 65 000 ans. Sans doute les tout premiers astronomes de cette planète. Tout à fait. Les gens disent que nous sommes les premiers astronomes à avoir existé. Il y a plus de 60 000 ans, les habitants de cette terre australe levaient déjà les yeux vers la nuit du cosmos. Ils trouvaient des repères utiles dans leur vie, dans leur voyage au travers de leur immense territoire. Hélène se sent reliée à tous ces observateurs du ciel se succédant au fil des millénaires. C'est dans ce pays où avait débuté sa vie d'astronome qu'elle fait l'expérience de ce puissant sentiment de filiation. Et c'est ici même que la technologie lancée dans ses jeunes années va aujourd'hui transformer sa recherche. Hélène est comme une galaxie sur les flots de l'Aniakea, toujours en mouvement, toujours en quête de réponses. Après une année de navigation à mesurer l'infini, elle retrouve son port d'attache. Le voyage se vit maintenant sur ordinateur. Le moment est venu de faire fructifier la moisson de galaxies glanées de télescope en télescope. Encore quelques heures et la carte Cosmic Flows 3 va se dessiner sur l'écran. Mais même pour ce fragment d'infini, la cartographie dynamique nécessite des puissances de calcul phénoménales. Romain mobilise presque tout un supercalculateur pour traiter toutes les lignes de flot de galaxies, puis identifier les contours de chacun des bassins versants. Coma, Persée-Poisson, Chapelet. Alors Romain, comment ça avance? Donc là, il y a les résultats pour la dernière reconstruction. Ouais. Donc là, c'est la tranche en Z égale 0 du champ de densité. Pour Romain, pour Hélène et toute l'équipe, c'est un moment fort. Tous les doctorants et les chercheurs étrangers de passage veulent voir, veulent vivre ce moment. Si pour un œil profane, la nouvelle carte reste plutôt hermétique, pour les cosmographes, c'est une nouvelle vision de notre région d'univers qui se révèle, plus détaillée, plus poussée que jamais. Et qui permettent donc de reconstruire... voilà, et ici, c'est quoi cet amas ici là? Ça, c'est Chapelet. Enfin, on l'appelle comme Chapelet alors qu'il y a plusieurs amas. C'est ce qu'on voit, alors ce qu'il n'y était pas avant. C'est qu'ici, on voit plus de structures. Du coup, je ne sais pas si on leur a déjà donné des noms à ceux-là. Enfin, c'est Chapelet romain. On va pouvoir leur donner des nouveaux noms. Bah déjà, tu as trouvé des nouveaux noms pour ceux que tu as découverts là, avec cette nouvelle carte. Non, mais là, en 6 mois, on a fait 500 galaxies au GBT, à peu près. Ouais. Et si tu veux, en une nuit,
Avec Taipan, on va faire 500 galaxies elliptiques. Donc en 1 an et demi avec Taipan, de ce côté-là, on va faire 40 000 galaxies de là à là. Oh, you actually never seen this man. No. So that's a real discovery for you. Au terme du programme Cosmic Flows 3, Hélène et son équipe ont plus que doublé la taille de la carte. Les voisins de Laniakea se dessinent précisément. De nouveaux apparaissent. Nous voyons de mieux en mieux où nous sommes et où nous allons dans cet univers infini. La contribution des grands voisins comme Persée-Poisson, Coma et Chapelet à la vitesse de notre galaxie est maintenant mieux évaluée. Pour obtenir ces résultats, il aura fallu une nouvelle exploration patiente de toutes ces régions lointaines de l'univers, de télescope en télescope. Grâce à ces recherches, une représentation des grandes structures de l'univers et de leur évolution commence à prendre forme. Une architecture échafaudée sous l'influence contradictoire de l'expansion et de la gravitation. Donc finalement, ce qui se passe dans l'univers, cette architecture, elle est née sous ces effets contraires. Des galaxies qui ont envie de se rapprocher et de l'expansion qui tend à les éloigner. Donc à certains endroits de l'univers, c'est la gravitation qui gagne, donc des structures se forment. Et à d'autres endroits, c'est l'expansion qui gagne et les structures se diluent. Et donc c'est parce qu'il y a expansion et gravitation qui sont en compétition qu'on voit une architecture dans l'univers. On voit ici des filaments, des superamas, des régions vides de galaxies. Et tout ça, ça s'est créé en 13,8 milliards d'années sous cet effet de compétition entre la gravitation qui ramène les galaxies ensemble et puis l'expansion qui crée ces zones qui se vident de matière. Donc ici, on a un superamas de galaxies qui est nourri par ce filament qui arrive, celui-là ici. Et puis on a des régions vides comme là. Une région vide de galaxies ici, qui est entourée par des filaments en fait. Pour la première fois dans l'histoire des sciences, nous avons les capacités de cartographier les grandes structures de notre univers et leurs mouvements. En tout cas, sur une petite région pour commencer, celle où nous sommes. Progresser dans la cosmographie, c'est progresser dans la découverte de cette fantastique machine à produire de la complexité qu'est l'univers. L'univers d'aujourd'hui n'est pas sans goût, sans saveur, sans odeur. Il est très éclectique, avec une architecture qui est très variée. Donc l'idée derrière cette recherche, c'est d'essayer de comprendre comment se forme toute cette variété d'architecture. Le sentiment d'être tout petit, que l'univers soit infini, qu'on ait le vertige, que ça soit un peu paniquant, c'est un sentiment qui demande qu'à s'éteindre à partir du moment où on commence à connaître, à prendre conscience de son environnement cosmique. Nous habitons ce cosmos. À mesure que nous l'explorons, il nous paraît plus familier. Nos peurs s'estompent. Nous sentons que nous sommes nous-mêmes issus de son évolution. Hélène Courtois, exploratrice sur les flots célestes, a entrepris un voyage aussi infini que notre univers. Un appel du large cosmique auquel elle ne peut s'empêcher de répondre, entourée de Brent, Karen, René, Tamara et tant d'autres sur la planète. Un voyage qui ne cesse de repousser les limites de l'inconnu, d'agrandir les cartes et l'horizon de nos connaissances. C'est un voyage à la fois humble et audacieux, qui n'a comme conquête que la compréhension de notre monde et le désir de la partager. So